Bonsoir et bienvenue pour 1h30 d'information à 18h. L'invité, ce sera Jean-Pierre Chevènement, sénateur et ancien ministre. Il s'inquiète de la prolifération nucléaire. 18h30, Leaders, Frédéric Beudin, le président du mouvement Croissance Plus, est l'invité de Gérard Bonos. Et à 19h, face à nous, spécial régional avec notre partenaire 20 minutes. Sur le plateau, le numéro 1 du Modem en Ile-de-France, Alain Dolium, et le président des élus verts au Conseil régional, Jean-Vincent Placé. Tout de suite le journal. Une de ce 18h, une première dans l'histoire de la Ve République, le grand oral dénommé au Conseil constitutionnel devant les commissions parlementaires. En coulisses, l'ouverture fait grincer des dents à l'UMP. Le sénateur Alain Gournac et Anne Levade, professeurs de droit public, seront invités dans ce journal. Une campagne qui dérape et l'UMP qui se prend les pieds dans le tapis sur le cas Ali Soumaré, tête de liste PS dans le Val d'Oise, la droite francilienne dans l'embarras alors qu'elle ne décolle pas dans les sondages. Vos ailes dans un fauteuil, le président socialiste de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur assuré de sa réélection. Selon notre enquête IFOP Public Sénat Paris Match, la Provence à découvrir à la fin de cette édition. La secrétaire d'État à la ville Fadela Amara dénonce une campagne puante. Retour de boomerang, en tout cas pour l'UMP à propos du cas Ali Soumaré. Les accusations portées contre la tête de liste du PS dans le Val d'Oise, désigné par les élus de droite du département comme un délinquant multirécidiviste. Ces accusations se dégonflent, en grande partie au moins. Une des affaires visées concernait un homonyme, déjà déprimé par les sondages. La droite se retrouve en plus très divisée par cette affaire. Aurélien Romano et Bérangère Dinglas. Attaquée de toutes parts, sommée de s'exprimer, Valérie Pécresse regrettait hier soir dans un communiqué la démarche du maire de Franconville de révéler le casier judiciaire d'Ali Soumaré. Elle ne correspond ni à ma conception de la politique, ni à mes valeurs. Mais ce matin, changement de ton, la tête de liste était beaucoup moins critique vis-à-vis de ses troupes. Dans cette affaire, ma seule exigence, depuis le début et encore aujourd'hui, c'est d'abord la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité. Une position qui cherche à calmer le jeu, alors même que des divisions apparaissent grandissantes au sein de la liste UMP en Ile-de-France. Chantal Joanneau est la seule à se désolidariser clairement depuis le début des attaques à l'encontre du candidat socialiste. J'ai déjà dit ce que j'en pensais depuis le début, que j'aimais pas le film de campagne. Si on continue sur ce type de débat, on ne peut pas s'étonner que les gens aient pas voté. Et la division gagne le gouvernement, tandis que Brice Hortefeux demande que la campagne se déroule dans un climat apaisé. Christian Estrosi, de son côté, précise qu'il n'aurait pas pris Ali Soumaré sur sa liste. Quant à Axel Poniatowski, opposant direct du candidat socialiste, qu'il qualifiait ce week-end de délinquant multirécidiviste, il interroge aujourd'hui la moralité de sa candidature. Si j'avais eu ces condamnations ou si j'avais ces procédures judiciaires en cours, personnellement, je ne me serais pas présenté. Ce n'est pas le cas de M. Soumaré. Il a préféré tout de même un peu cacher les choses, puisque visiblement, même au Parti socialiste, tout le monde n'était pas au courant de ça. Tandis que le Parti socialiste réclame maintenant des excuses. Les attaques viennent de la droite elle-même. Éric Raoult, écarté de la liste en Seine-Saint-Denis, a qualifié d'amateur la campagne de Valérie Pécresse et d'erreur sa stratégie. L'actualité sociale avec les retraités dans la rue pour défendre une hausse des pensions et un meilleur accès aux soins. Des rassemblements avec quelques centaines de personnes ont eu lieu dans plusieurs villes de France. Une mobilisation somme toute assez modeste. Parfaite illustration des difficultés liées aux petites retraites. Le cas d'une femme, une Parisienne de 63 ans qui n'a qu'un seul souhait, travailler plus pour gagner plus. Raphaël Pellegrino l'a rencontré. Madame Audry a travaillé 40 ans, 40 années dans la restauration. Aujourd'hui, sa pension, c'est 610,70 €, la moitié pour son loyer. Alors évidemment, avec 10 € par jour, on se passe des plaisirs de la vie. Il y a des amis, j'aimerais bien appeler. Des copines, j'aimerais bien appeler. Je ne le fais pas. Ça, c'est des petits plaisirs que j'aimerais bien, vous voyez, m'offrir. Des plaisirs de la vie que Madame Baudry voudrait s'offrir afin de sortir de l'isolement. Pas avec des aides, mais grâce à son travail. On est seul. On a très peu de revenus, autant aider Pierre-Paul Jacques. À garder un enfant, à aller le chercher à l'école, à faire un petit ménage. Au contraire, c'est aider,
désengorger cette société dont la femme n'a plus le temps de rien, quoi. Madame Baudry veut travailler, mais elle ne sait pas si elle peut. Ne prend-elle pas un risque? Le risque de perdre ce petit studio que la mairie lui a accordé. Tout le monde est à la même enseigne ici. Tout le monde touche entre 550 et 600. Donc si je touche plus, ils vont dire c'est quoi celle-là? Elle peut se payer un petit appartement à... Voilà. La loi de financement de 2008 permet à Fatima Baudry de travailler. Elle peut cumuler un revenu avec sa pension. Manifestement, ses interlocuteurs à la mairie et ailleurs ne le savaient pas. Alors travailler pour gagner plus, voilà un slogan qui plairait à Madame Baudry. Encore faut-il que ce soit possible et qu'elle ne perde pas de cette manière le peu d'aide qu'elle reçoit. Après des semaines de négociations très serrées, un accord a été trouvé sur le financement des surcoûts de l'A400M, l'Airbus de transport militaire construit par EADS, un programme clé pour l'industrie européenne de la défense. Les 7 pays clients, dont la France, ont accepté une hausse des prix des avions, mais ils en commanderont moins. EADS fait aussi un petit effort. Le projet d'accord doit maintenant être finalisé. Chez Total, l'heure est à la reprise du travail. Au lendemain de l'accord entre les syndicats et la direction, à l'appel de la CGT majoritaire, la reprise du travail a été votée dans toutes les raffineries, sauf une justement, celle de Dunkerque, où cette fois c'est le syndicat Sud qui domine, même si le mouvement n'est que suspendu jusqu'au 8 mars, jour du comité d'entreprise de Total. Ça permet d'échapper pour l'heure au spectre de la pénurie de carburant. Et puis à noter les chiffres du chômage qui viennent de tomber. Le chômage qui repart à la hausse. Le nombre d'inscrits au chômage a augmenté en janvier en France. Il progresse de 19 500 sur un mois pour ceux qui n'ont aucune activité et de 15 900 pour ceux qui ont une activité réduite. Nicolas Sarkozy au Gabon, 48 heures en Afrique pour le président de la République. Il est venu soutenir Ali Bongo, le fils d'Omar Bongo, élu il y a 6 mois après un scrutin très contesté. Le président se rend ce soir au Mali pour rencontrer l'ex-otage français Pierre Kamat, qui vient d'être relâché par un groupe d'Al-Qaïda. Et le temps fort du voyage, c'est demain au Rwanda, la première fois depuis le génocide qu'un chef de l'État français se rendra sur place. Enfin, les retrouvailles, Jacques Chirac et Dominique de Villepin qui ont déjeuné ensemble aujourd'hui près de l'école militaire à Paris. Une première depuis le début de l'affaire Clearstream car ils ne pouvaient pas se rencontrer. C'était interdit par la justice jusqu'à la relaxe de Dominique de Villepin en première instance. Embrassade et soutien marqué de Jacques Chirac. On ne sait pas encore s'il y avait de la tête de veau au menu. Tout de suite, le débat, les habits neufs du Conseil constitutionnel. Une journée donc de grand oral pour les nommés au Conseil constitutionnel, entendus par les commissions des lois, à l'Assemblée nationale et au Sénat, audition sans risque car il n'y avait pas de vote. Vous avez pu les suivre sur Public Sénat. Le Sénat est à l'honneur dans ces nominations avec 2 de ses membres nommés, Michel Charasse et Hubert Haenel. Fabrice Cunet a suivi leur journée très occupée. La star, c'est lui. Et comme toujours, Michel Charasse s'amuse des caméras, s'amuse de ce grand oral à l'Assemblée nationale. Une première qui commence par une mise au point. Mon projet de nomination est la contrepartie de rien et que personne ne m'a demandé de lien d'allégeance ni de prêter sur les saintes, ni de jurer sur les saintes tables ou les saintes écritures de l'Élysée. Voilà. Hubert, il faut que je te dise un mot. Au Sénat, tout le monde cherche Hubert Haenel, le moins médiatique des 2 sénateurs nommés au Conseil constitutionnel, mais une personnalité qui fait l'unanimité ici. Je suis très sensible. On est des humains, heureusement. On est des humains. Puis il y a aussi le fait, je pense à mes parents qui sont plus là aujourd'hui. Je pense à tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et puis j'arrive, pour moi c'est l'apothéose d'une carrière de juriste. J'ai encore tout à apprendre. Les 2 hommes occupent les bancs du Sénat depuis plus de 20 ans. Alors pour leur audition ici, ils sont forcément en terrain conquis, ou presque. Il y a quand même un peu d'émotion devant vos collègues sénateurs? Moi non. Enfin, d'émotion, ça me fait plaisir de les voir, quoi. Ça leur fait pas forcément plaisir de me voir, mais moi ça me fait plaisir de les voir. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Allez. Cette audition n'a encore qu'une valeur consultative. Les prochains subiront l'épreuve du vote. Michel Charasse le regretterait presque. Les 2 sénateurs seront officiellement nommés au Conseil constitutionnel le 12 mars prochain à l'Élysée.
Et avec nous sur ce plateau, Alain Gournac, sénateur UMP des Yvelines. Bonsoir, on vous a vu dans le sujet. Saluez votre collègue Hubert Haenel, enfin collègue encore pour quelques heures. Hein. Et puis Anne Levat, professeur de droit constitutionnel à Paris-Est, Université Paris-Est. Vous avez fait partie de la commission, bonsoir, vous avez fait partie de la commission Balladur sur la réforme constitutionnelle. C'est d'ailleurs ça qui a modifié un petit peu la règle du jeu sur ces nominations. Un petit peu. On va pas trop loin. Oui, effectivement, le comité Balladur avait proposé, et ça a été repris dans la révision de la Constitution, un mécanisme d'audition pour les nominations opérées par le chef de l'État. Ça, c'est dans le cadre de l'article 13 de la Constitution. Et il nous avait semblé comme une évidence que, bien sûr, les membres du Conseil constitutionnel, y compris ceux qui seraient nommés par les présidents des deux assemblées, devraient être soumis au même type de règles du jeu. Alors la particularité, je dirais, de ce que l'on a vécu aujourd'hui, c'est que les lois organiques et la loi ordinaire d'application de cette réforme sont en cours de vote. Sauf erreur de ma part, le Sénat se prononce demain sur ce texte, ce qui fait que le mécanisme finalisé, je dirais, n'a pas pu être mis en œuvre. Donc on a en quelque sorte assisté à une anticipation de ce que sera la réforme. Il était tout à fait logique que les parlementaires soient auditionnés les personnes pressenties. On ne voit pas comment les trois nominés auraient pu y échapper. En revanche, il n'y a pas eu de vote en clôture de ces auditions pour confirmer ou au contraire infirmer les propositions. Oui, parce que s'il y avait une majorité, je crois, de 2 tiers, hein, c'est ça, 3 cinquièmes cumulés des commissions compétentes. Ouais. Contre, c'est-à-dire que c'est un veto possible par les parlementaires à la condition... Veto à une majorité qualifiée. Voilà, une majorité qualifiée. Bon. Alors, c'est un point qui a été beaucoup discuté. Je pense que le vote, j'allais dire, je ne parle pas de l'acte même de vote, mais je parle des résultats. Le comité Balladur avait proposé une majorité non qualifiée. Je pense qu'il y a eu des débats importants, que certains ont souhaité que ce soit un veto à une majorité renforcée. Moi, je crois quand même à la vertu de l'audition sur le principe, parce que je pense qu'à la fois en amont, ça peut, le cas échéant, empêcher de présenter certains candidats. Je pense que certains, peut-être, n'auraient pas souhaité être auditionnés. Et là, je ne parle pas du Conseil constitutionnel, mais de manière générale. Et puis, évidemment, ça donne une vision quand même assez concrète de la personnalité de celui qui sera nommé. Alain Gournac, alors votre sentiment sur ces auditions, un exercice assez formel ou quand même quelque chose de nouveau? Non, je pense que c'est quelque chose de nouveau et de quelque chose de valable, parce que vous savez, on connaît bien Michel Charasse, on connaît bien Hubert, on connaît bien Jacques Baron, mais il y a nécessité, dans un moment où on va rentrer dans une nouvelle responsabilité, de se repositionner, et se repositionner devant ses collègues. Et d'ailleurs aussi de répondre aux questions. Donc je crois que ce n'est pas un exercice comme ça, c'est un exercice important et qui renforce pour moi la démocratie. Ouais. Oui, j'ajouterais aussi que je crois que le type de questions qui a été posé était très intéressante aujourd'hui. Parce qu'on a bien vu que les questions étaient pour l'essentiel des questions juridiques et qu'il y avait un véritable enjeu de compréhension du rôle du Conseil constitutionnel, notamment dans la perspective de la réforme qui va rentrer en vigueur et qui va donner plus de prérogatives au Conseil constitutionnel, notamment parce qu'il pourrait y avoir des recours des citoyens. Voilà, on est dans un système qui va être totalement nouveau puisqu'on va pouvoir former un recours à l'occasion d'une instance juridictionnelle devant toute juridiction pour contester la constitutionnalité d'une loi en vigueur, ce qui donc aboutira, le cas échéant, et ça c'est une véritable innovation en France, on avait même, j'allais dire jamais imaginé, en tout cas c'est un peu un serpent de mer, on en a beaucoup parlé mais ça n'a été décidé finalement qu'en 2008, on pourra obtenir l'abrogation, donc erga omnes à l'égard de tous, l'abrogation d'un texte en vigueur, avec les difficultés que cela peut emporter, c'est-à-dire si on imagine le cas d'un texte ancien, appliqué depuis longtemps, se poser aussi la question de la date la plus adaptée pour que l'abrogation soit effective, et puis le cas échéant des effets rétroactifs donc de cette abrogation. Donc ça, c'est une révolution dont on va mesurer les effets au fur et à mesure du temps et de son application. On va regarder Alain Gournac, parce qu'il y a l'aspect politique aussi, et la question de l'ouverture, hein, ça fait grincer quelques dents à l'UMP, il faut bien le dire. Ce qu'en pense de cette ouverture, Michel Charasse pour le Conseil constitutionnel, Didier Migaud pour la Cour des comptes, les Français pratiqués une nouvelle fois par Nicolas Sarkozy à travers la question qu'on a posée sur le site nouvelobs.com et Public Sénat. Alors approuvez-vous l'ouverture, la politique d'ouverture de Nicolas Sarkozy? C'est assez réservé d'ailleurs, bizarrement. Hein.
Oui, 18%, non, 76 votants, un peu plus de 500 internautes qui se sont prononcés pour l'instant. Alain Gournac, alors vous faites partie des UMP qui renaclent un peu quand même. Non, hein. moi je regarde les choses. Alors attendez, là c'est très spécifique. J'aime beaucoup Michel Charasse, parce que je suis un républicain, et je crois que Michel Charasse est un républicain, un vrai. Il y a beaucoup qui disent qu'ils le sont. Ensuite, c'est un homme indépendant. Vous savez que je suis un petit peu à l'intérieur du gaullisme. Et puis c'est un homme de courage. Je pense qu'on manque de courage en politique actuellement et que... Alors il a des défauts. Nous avons tous des défauts. Mais Michel Charasse, je respecte beaucoup son approche de la défense alors pour de la Michel République. Charasse, ok, sur le principe, on sent quand même que dans votre parti, ça coince un peu. Hein. Il y avait quelqu'un qui disait va falloir faire l'ouverture jusqu'à l'UMP et jusqu'au Sarkozy. C'était Patrick Devedjian qui avait dit ça. Je me souviens de ça. C'est sûr que le président de la République doit faire aussi attention. On ne peut pas... Alors, ça, ce sera jugé, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau de la réforme, ensuite. Parce que je pense que le bénéfice tiré par le président de la République, il n'est pas immédiat, c'est mon avis. Et donc, il faut... Mais c'est sûr que je pense que c'est un bon équilibre. Quand vous avez Hubert Haenel, qui est quand même un type tout à fait remarquable, et que j'ai beaucoup suivi ici, beaucoup aidé, quand il a été question de créer une commission, la Commission européenne, qui n'existait pas. Oui, et qui présidait jusqu'à présent. Qui présidait jusqu'à présent, je le dis. C'était quelque chose. Moi, je voyais Hubert Haenel, vice-président du Sénat, je le dis, il le sait, et en fait, quoi, ça s'est pas fait. Il y a eu cette commission. Aujourd'hui, il est reconnu, vous dites comme moi. Moi, je suis d'une famille très pauvre. Il est issu d'une famille très pauvre. La République est grande, parce que Hubert Haenel, à la Gournac, moindre, il y a la possibilité de réussite. Défendons ça. Défendons cette République où on peut justement... Quand on sort d'une... Moi, je suis sixième d'une famille de 9 enfants, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, je peux m'exprimer, je suis de temps en temps écouté par mes collègues, et c'est le cas d'Hubert Haenel. Parce que vérifier ce que je dis est vrai. Bien, merci en tout cas à vous, Alain Gournac. Merci Anne Nevade d'avoir été avec nous. Tout de suite, l'entretien du 18h avec Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement qui est venu sur ce plateau il y a quelques heures cet après-midi. Avec nous sur ce plateau, l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement, sénateur du territoire de Belfort, président du mouvement républicain et citoyen. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Chevènement, vous avez présenté ce matin à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, dont vous êtes donc le vice-président, un rapport d'information sur le désarmement, la non-prolifération nucléaire et la sécurité de la France. On va en parler dans un instant. Juste une actualité avec l'annonce cet après-midi d'un accord sur le financement de l'avion de transport militaire A400M. C'est un feuilleton qui durait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? C'est une excellente nouvelle. Il était temps de trouver un accord et je me réjouis de voir que les États ont accepté de mettre 3,5 milliards, EADS prenant le reste à sa charge. Ce sera un très bel appareil, très utile pour le transport à longue distance. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour la France et pour l'Europe. Ça a été un peu dur pourtant. Ça a été dur parce que... Oui, parce qu'on avait prévu que cette A400M allait être réalisée en 7 ans. Or, en général, il faut 10 à 12 ans pour réaliser un appareil très complexe au demeurant. Et disons que l'allongement des délais entraîne forcément des surcoûts. Alors l'inquiétude du monde sur la prolifération nucléaire, ou en tout cas les risques, est-ce que finalement, au travers d'1 an de travail, vous avez été aux États-Unis, vous avez rencontré beaucoup d'experts, de dirigeants, le monde est plus dangereux aujourd'hui qu'il y a 20 ans au moment de la chute du mur de Berlin? Je ne dirais pas ça. Je pense qu'il faut le savoir, les arsenaux nucléaires ont diminué de plus des 2/3 depuis le pic qui avait été atteint à l'époque de la guerre froide. Donc ça c'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose. Alors il est vrai que pour avoir une idée claire, les États-Unis et la Russie concentrent quelque chose comme 23 400 têtes nucléaires. Et tous les autres, ensemble, France, Grande-Bretagne, Chine, Inde, Pakistan, Israël, 1100 têtes nucléaires. Donc vous voyez la priorité est quand même à la négociation d'un accord américano-russe qui traîne, qui se fait attendre, mais qui devrait intervenir incessamment. D'après ce qu'on en sait, c'est une réduction de l'ordre de 20% du nombre de têtes étalée sur 7 ans, et par conséquent, d'autres étapes seront nécessaires. Alors il y a d'autres zones d'inquiétude. On pense bien évidemment à l'Iran. Il y a eu la première année de la présidence Obama une
politique de la main tendue. Puis on voit maintenant la Maison-Blanche qui tient un langage plus ferme avec menace de sanctions à la clé. Ça veut dire que la première phase n'a pas marché. Est-ce que la deuxième sera plus efficace? Alors là, vous abordez un problème qui est celui de la non-prolifération. Le traité de non-prolifération, TNP, qui est entré en vigueur en 1970, donc distingue entre les États dotés dont je vous parlais, dotés d'armes nucléaires, et puis les autres qui ont renoncé à acquérir l'arme nucléaire, avec comme contrepartie l'accès aux formes civiles de l'énergie nucléaire. Et avec l'Iran, nous sommes dans cet entre-deux, c'est-à-dire que l'Iran a décidé d'enrichir de l'uranium. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de programme civil évident, donc on soupçonne que l'Iran veut se doter d'une arme nucléaire. Elle a produit actuellement quelque chose comme 1700 tonnes d'uranium faiblement enrichi, ce qui permet de faire un engin nucléaire. Donc on n'est pas encore à la veille où l'Iran aura un arsenal comparable à celui même de la France ou de la Grande-Bretagne. Alors quelle peut être pour vous l'attitude efficace par rapport à ça? Je pense qu'il faut maintenir la pression sur l'Iran. Les sanctions dépendent du Conseil de sécurité de l'ONU et au Conseil de sécurité de la Chine, qui est aujourd'hui la plus réticente. Je crois qu'il faut négocier avec la Chine, avoir des arguments solides, forts, puissants, qui puissent convaincre les Chinois d'avoir une attitude de pression sur l'Iran. Donc c'est par l'intermédiaire de la Chine qu'on peut agir. Car je pense qu'on peut amener l'Iran à souscrire, par exemple, au traité d'interdiction des essais, au traité dont la négociation va commencer, d'interdiction de fabrication de matières fissiles à usage militaire. On peut l'amener à ratifier le protocole additionnel de l'AIEA qui permet des inspections très intrusives. Et puis on peut créer, je dirais, une sorte de juridiction AIEA sur l'usine de Natanz, de telle manière que le combustible ou l'uranium faiblement enrichi qui y est produit puisse être destiné au marché international, puisqu'il n'y a pas de débouché actuellement en Iran. Mais ça suppose qu'on convainc l'Iran. Donc c'est plutôt la force de conviction que des sanctions ou de la menace. Non, mais vous savez, c'est tout ça va ensemble, je dirais, d'une certaine manière. L'Iran est un pays dont la société aspire à une certaine normalisation de ses relations avec l'extérieur. Bon, le gouvernement actuel est en proie à de grandes difficultés. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Je voudrais qu'on parle un moment de la France, parce que... Alors, je n'ai pas du tout parlé de ce que je crois être le cœur du rapport, c'est la possibilité d'aller vers une zone de basse pression nucléaire, à travers les deux traités d'interdiction que j'ai évoqués, qui permettent de limiter qualitativement les arsenaux, c'est l'interdiction des essais, on ne peut plus faire d'armes nouvelles, et puis l'interdiction de la fabrication de matières fissiles, qui permettent de les limiter en quantité. Donc ça, c'est deux outils très puissants, et puis il faut poursuivre la négociation américano-russe, et puis naturellement, il faut conforter le TNP, qui est quand même, à mes yeux, et quoi qu'on dise, un grand succès. Car Kennedy, dans les années 60, disait il y aura 25 pays qui auront accès à l'arme nucléaire, peut-être 30 en l'an 2000. Et actuellement, nous en sommes à 8. 9 si on compte la Corée du Nord, qui n'a que des engins non opérationnels. Un dernier mot de politique, ces derniers jours marqués par des nouveaux signes d'ouverture de la part de Nicolas Sarkozy sur des nominations stratégiques, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel. Vous approuvez? Écoutez, je pense que ce sont des hommes de qualité qui ont été choisis. Il n'y a pas que des hommes de gauche, hein, Monsieur Barrot n'est pas un homme de gauche, mais d'une manière générale, je trouve que ce sont des gens qui apporteront quelque chose. Donc, personnellement, ça ne me choque pas. Qu'il y ait parmi eux Monsieur Barrot, Monsieur Enel, des gens qui soient de chauds partisans de la construction européenne et qui se retrouvent au Conseil constitutionnel, vous qui avez quelques réserves sur la façon dont tout ça s'est passé, ça vous gêne pas? Il y en aura d'autres qui seront peut-être plus scrupuleux quant au respect des prérogatives du peuple français, c'est-à-dire l'exercice de sa souveraineté. Je pense par exemple à M. Charras. Merci en tout cas Jean-Pierre Chevènement d'être venu sur ce plateau. Dernière séquence de ce 18h consacrée aux élections régionales. Notre sondage aujourd'hui en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, et pas d'inquiétude pour Michel Vauzel, le président PS de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, si l'on en croit ce sondage, dont on va regarder tout de suite les résultats avec Delphine Girard, et puis on les commente après.
À 3 semaines du scrutin, Thierry Mariani, le candidat de l'UMP, arrive en tête au premier tour des régionales en PACA avec 29% des voix. Mais il est talonné par le socialiste Michel Vauzel. Avec 28% des voix, le président sortant domine nettement les autres listes de gauche, obtenant plus du double de la liste Europe Écologie, conduite par Laurence Vichnievsky. À l'heure de sa dernière bataille électorale, Jean-Marie Le Pen obtiendrait 16% d'intention de vote, un résultat supérieur à son score à la présidentielle, rendant sa présence quasi certaine dans une triangulaire au second tour. À noter également le très mauvais score du MoDem, qui avec 2,5% des intentions de vote serait au même niveau que la liste du NPA, loin derrière le Front de gauche qui dépasserait la barre des 5%. Selon notre sondage, c'est donc Michel Vauzel qui, avec 49%, l'emporterait au second tour devant la liste UMP Nouveau Centre de Thierry Mariani, qui n'obtiendrait que 36% des voix. Quant à Jean-Marie Le Pen, sa liste n'atteindrait que 15% au second tour. Parmi les dossiers prioritaires pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la sauvegarde de l'emploi arrive en tête des préoccupations pour 50% des personnes interrogées, suivie par la lutte contre l'insécurité pour 34%, la protection de l'environnement arrivant en 3e position avec 30%. Et pour commenter ce sondage avec nous, Elisabeth Chavelet, rédactrice en chef à Paris Match. Bonsoir. Bonsoir. Paris Match, notre partenaire donc dans cette opération. Alors, l'élection de Michel Vauzel semble assurée. La surprise de ce sondage, c'est quand même le score élevé, voire très élevé du Front National. Oui, enfin, c'est une surprise. La première surprise, c'est vraiment le paradoxe, parce que vous vous souvenez qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait été majoritaire dans les 6 départements. Donc, logiquement, la gauche devait passer. Et Vauzel, qui est élu depuis 98, se retrouve élu. Alors, pourquoi? Parce que M. Mariani, il fait un score assez faible au premier tour. Donc là, il y a une question de casting. Il y a une question de casting. Je vous rappelle qu'il avait été envoyé là par défaut, parce qu'Hubert Falco voulait pas y aller, mais aussi parce que ça a toujours été Monsieur Immigration et Monsieur Sécurité. Donc, Nicolas Sarkozy espérait que Mariani ferait un miracle. Eh ben, pas du tout. Et vous savez, on dit toujours en politique que l'original vaut mieux que la copie. Bon, eh ben, on le constate là, et le candidat, donc Jean-Marie Le Pen, parce que c'est lui et parce que c'est le candidat qui lutte contre l'insécurité, deuxième problème de la région, fait entre 15 et 16%, c'est-à-dire un des meilleurs scores C'est peut-être la dernière campagne de Jean-Marie Le Pen, et donc l'effet Le Pen en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça marche toujours. Mais pas simplement en Provence-Côte d'Azur. Nicolas Sarkozy était parti il y a des mois en disant je n'ai pas peur du Front National. Or, les sondages, qui se trompent peut-être, montrent que dans 6 ou 7 régions, ils peuvent encore, comme en 2004, même scénario, même chose, faire battre la droite. C'est donc Le Pen n'est pas mort. C'est ce qui va se passer là, c'est ce qui peut se passer dans cette région PACA. On voit bien qu'il y a la triangulaire qui va profiter bien sûr à Michel Vauzel. Justement, Le Pen est trop haut pour que Mariani puisse espérer, si vous voulez, passer contre Vauzel. Il serait peut-être élu avec face à face. Ça serait assez naturel. Mais la triangulaire, il reste, et donc la droite n'a pas assez de voix au premier tour pour passer. Mais alors ça, c'est un peu la répétition du scénario de 2004. Tout à fait. 2004, sauf que quand même, Le Pen a baissé. Il faisait plus 20 premier, deuxième tour 2004. Là, il n'est qu'à plus 15 ou 16. Voilà, c'est quand même un score élevé. Énorme. Là, tout de même, il y aura relativement peu de régions. Pour l'instant, c'est ce qu'on pense, où le Front National sera en mesure de se maintenir dans des triangulaires. Attendez, ça dépend ce que vous appelez peu de régions. Il y en avait 17 en 2004. Là, on dit qu'il y en aura sûrement 7 et peut-être 10. C'est quand même beaucoup pour faire perdre la droite, oui, c'est beaucoup. Donc la leçon quand même, c'est que on se disait, vous parlez de 2007, Sarkozy a siphonné le Front National, éliminé les électeurs. Siphonné, parce que là, on voit dans ce sondage, si vous voulez, quand on le précise, que des électeurs qui avaient voté Nicolas Sarkozy en 2007 retournent au Front National, 12 ou 15%. Donc là, c'est un échec de Nicolas Sarkozy. Voilà, on va beaucoup le commenter, bien sûr, dans les semaines qui viennent. On verra comment ça... Bien sûr, ce sont les résultats du scrutin qui comptent, et pas les sondages, mais on verra si ça se confirme effectivement, si cette tendance se confirme. Merci à vous, Elisabeth Chavelet, d'être venue sur ce plateau. Les résultats complets à lire dès demain matin dans la dernière livraison de Paris Match. Merci à tous. Dans un instant, Leaders, l'émission économique de Gérard Bonos. Et puis on se retrouve à 19h pour le débat des régionales avec les candidats en région Île-de-France.